Et on doit être live. Je vais demander la confirmation à un ami. Ce serait ballot qu'on n'enregistre pas du tout. C'est un stream professionnel, mesdames et messieurs. C'est une qualité professionnelle. On constate que le stream n'arrive pas complètement. De là à dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? S'il y a des gens qui me voient, c'est que ça marche. Bon, j'ai l'impression que ça marche. Mais oui, complètement, ça marche. Oh là là. Super. Ce début de stress. Alors, par contre, bonjour à tous. Alors, vous le voyez, c'est un petit peu en mode touriste, ou plutôt en mode découverte, que commence ce Tech Jam. C'est le 17e épisode du Tech Jam. Et il y a un gros changement que vous ne voyez pas, vous, chers auditeurs du podcast, c'est qu'avant, nous avions le son et maintenant, nous avons l'image. Car oui, nous sommes en live sur notre chaîne YouTube et les raisons, elles sont multiples. La première, c'est cette nécessité pour moi de prendre une douche au moins une fois par semaine et là, du coup, je suis obligé, j'ai mis une petite chemise. La deuxième, voir nos têtes, c'est parfois plus sympa. Et la troisième, peut-être la plus vraie, c'est que le support visuel, que ce soit sur des Tech Jam DevOps, mais aussi pour d'autres Tech Jam, eh bien, c'est une grande aide. Donc, on aura toujours une version podcast. Peut-être que tous les épisodes ne seront pas adaptés pour ce format-là. On verra au fil de l'eau et seul l'avenir nous le dira. Je me présente, je suis Sébastien Pastor, je suis à la tête de A Freelancer's World et en train de développer Sumbup.tech qui a pour mission de zénifier le recrutement dans la tech. Donc si ça vous intéresse, allez sur Sumbup.tech pour être les premiers à tester l'outil dès qu'il sort. Aujourd'hui, vous assistez à un Tech Jam DevOps et c'est pour ça que nous avons avec nous, si j'arrive à le présenter, ne bouge pas, ne bouge pas. Est-ce qu'on te voit? Oui, on te voit. Bonjour. Bonjour Michel Angron, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, ça va et toi? Ben ça va, je suis en train de jouer avec tous les boutons pour cacher des zones de la scène. Et donc, d'où cette petite hésitation. Donc, aujourd'hui, on va parler DevOps avec toi. Mais d'abord, tu nous rappelles qui tu es et qu'est-ce que tu fais de beau dans le DevOps. Je suis Michel Angron, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Limawi. On fait des outils et des formations dans le DevOps. Et voilà, basiquement, c'est ce que je fais. Très rapide comme présentation. Alors, il me semblait, on avait répété pour dire bonjour. Attends, c'est pas oui. Alors, pour le podcast, c'est pas du tout. Oui, non, pas du tout le podcast génique. Oui, c'est l'autre main, c'est celle-là. Ouais, voilà. Mais on essaye de se serrer la main. Avance. Voilà. Par caméra interposée. Voilà. Bonjour Sébastien. Sachant que je suis en Belgique actuellement et que tu es en Suisse. C'est ça, exactement. Donc, c'est une poignée de main internationale. Hop. Donc ça, on a réussi. Ça, c'était ma première étape. Donc, je la coche. Donc, c'est du Désolé de podcast pour cette blague visuelle. Oui, voilà. Alors, on va garder en tête qu'effectivement, on est avant tout un podcast. Et que dès qu'il se passera un truc, genre un dinosaure qui arrive, eh bien, évidemment, on le dira. On donnera la couleur du dinosaure. Aujourd'hui, donc, c'est du DevOps. Alors que tout à l'heure, dans la répétition, on avait dit, on va d'abord donner les concepts et ensuite, on partira sur ton constat. J'ai envie de faire l'inverse quand même, parce que... tu changes super. Oui, je change parce que tu es agile, évidemment. Et toutefois, tu m'avais dit que l'épisode il serait dédié à cette nécessité de lier le monde du DevOps avec le monde de l'agilité et du développement agile. Et c'est en relisant ce titre que je me suis dit, bon, il faut absolument d'abord qu'on commence par ton constat, le constat qu'il y a un truc qui ne va pas,
Et ensuite, on fera un petit détour par le récap de qu'est-ce que c'est une story, un thème, une épique, blablabla. Et enfin, on parlera de ta solution, de ce framework auquel tu es en train de réfléchir, et tu nous en donneras la primeur, en fait. Alors, qu'est-ce qui marche pas dans ce monde entre DevOps, développeurs, etc. Bah alors, ce que j'ai pu constater dans ma petite expérience, c'est que de façon académique, on dit que le DevOps est partie intégrante du Lean et de l'agilité parce que c'est un besoin qui était apparu et qui est émergé dans ce contexte-là. Dans les faits, il y a quand même une sorte de barrière entre la façon dont on fait de l'agilité dans l'entreprise et la façon dont on fait ce qu'on pourrait appeler du DevOps en entreprise. Je m'explique. Quand on fait des projets en entreprise, des projets de soft ou d'infrastructure moderne, on utilise la méthode agile. La plupart du temps, c'est le Scrum, le framework Scrum qu'on utilise. Et donc, on a des sprints de 15 jours, 3 semaines, ça dépend des boîtes. Et à chaque sprint, et même en préparation avant, on essaye de détailler des thèmes, des épiques, des stories, avec une syntaxe plus ou moins précise, ça dépend des entreprises. Et le Scrum Master, le Product Owner sont contents, on fait tourner la machine comme ça, on a des stories, on définit un done, on cherche à appliquer ce done, et comme ça on ferme les stories et on fait évoluer le truc. Le problème, c'est que souvent, c'est très décorrélé de la mise en place technique. C'est-à-dire que on a, par exemple, Jira pour maintenir ses stories d'un côté, et de l'autre côté, on a un repo Git où on écrit notre code, et on est obligé, quand on a écrit notre code qui correspond à une story, de revenir sur Jira, à écrire ce qu'on a fait, etc. Bref, on a beaucoup d'administratifs. Ça génère beaucoup d'administratifs parce qu'on est obligé, en fait, de refaire du reporting sous une certaine forme sur les tickets Jira, etc. Et donc, je me dis, c'est un peu con, parce que l'idée, quand même, c'est d'avoir un flux continu, c'est-à-dire que ce qu'on produit techniquement soit immédiatement exploitable, même pour la partie agile, même pour la partie administrative, qu'on n'ait pas à reproduire, qu'on fasse du dry, hein, don't repeat yourself. Mais pour l'instant, le constat, c'est que pour l'instant, ces deux frameworks ne se parlent pas. Donc là, l'ensemble de la méthode agile, et particulièrement le Scrum Framework, qui est celui le plus utilisé actuellement, et côté technique, toutes les techniques DevOps qu'on met en place, pour l'instant, ça ne se parle pas trop. Et ça, t'as pas trouvé d'outils, t'as pas trouvé de... Alors, il y a des outils, mais les outils sont que partiels, ils prennent pas une vue globale et ils sont pas très... C'est pas très théorisé, c'est-à-dire qu'en fait, chaque outil fait un peu son truc à sa sauce et il n'y a pas d'émergence de concepts communs qu'on puisse reporter quel que soit l'outil. Et donc, c'est ça l'idée de mon framework, c'est de pouvoir détailler un certain nombre de concepts communs, de propriétés communes à l'ensemble des éléments de la méthode agile, du monde du DevOps et puis plus tard d'autres frameworks, pour qu'on puisse les reporter quels que soient les outils. Et que comme ça, d'un projet à l'autre, on retrouve une certaine structure, une même forme. D'accord. Donc, plus qu'un framework, ce que tu as en tête, c'est un ensemble de concepts ou d'implémentation. Oui. C'est pas un framework technique au sens technique. premier du terme, c'est un framework de gestion de projet, d'architecture, quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Et alors, avant de creuser justement cette méthode, ce framework, je pense qu'il est nécessaire de faire une pause sur tous ces concepts d'épique, de story, de thème. Juste histoire de rafraîchir. Bien sûr, je connais tout ça par cœur, mais c'est histoire de rafraîchir un petit peu l'idée. Alors, ça sert à quoi? Et est-ce que c'est peut-être une question préliminaire? Est-ce que c'est pas en fait super lié au développement, ça, tout ce qui est story, épique, etc. Si, c'est lié au développement, mais je te rappelle que dans le DevOps, on cherche à lier l'Ops et le Dev dans un même processus. Et donc, quand on fait de l'Ops moderne, on est aussi embarqué dans l'Agile, dans le Lean et dans ces méthodes-là.
Et donc, l'idée du DevOps et de la méthode agile, c'est de petit à petit inclure l'ensemble de l'entreprise, de toutes les responsabilités de l'entreprise. Et donc, ça s'applique voilà, sur l'ensemble du stack technique. Et même la méthode agile s'applique au-delà de ça, stack marketing, stack commercial, bref. Il y a même du Lean qui commence à émerger pour tout ce qui est stratégique, donc management. Et donc, là, nous, on va plutôt se pencher sur cette relation qu'on a entre le DevOps, donc autant Dev que Ops, et la gestion de projet technique. Donc, petit rappel sur le thème, les pics et la story, qu'est-ce que c'est Quand on démarre un projet, en général, on a une idée. Point. On n'a pas élaboré plus que ça, on a une idée. L'idée le concept derrière le thème, les pics et la story, c'est de chercher à détailler cette idée pour petit à petit la rendre concrète. C'est-à-dire qu'en gros, on va découper cette idée en étapes, en éléments, en tâches, et découper à nouveau ces tâches en tâches plus petites, etc., jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive à avoir des tâches suffisamment petites, suffisamment mesurables, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on va faire et on ne va pas perdre son temps à chercher des trucs et sans connaître la fin de la tâche. Comme ça, on va pouvoir aligner ces tâches dans le temps et réaliser le projet. Donc, le thème, c'est la partie la plus haute, la plus proche de l'idée initiale. C'est ce qui englobe une majeure partie de l'idée initiale. Alors moi, personnellement, et j'ai vu ça dans quelques cas, je rajoute encore un concept au-dessus qu'on appelle la saga, mais c'est un peu hors sujet pour ce Tech Jam. Donc, on va se concentrer sur le thème. Le thème, c'est la section la plus grande. C'est une section de tâches qui, en gros, on estime peut prendre 6 mois, 1 an à être réalisée. Ensuite, on divise ces thèmes en épiques, qui sont des tâches beaucoup plus courtes, qui prennent donc 1 mois, 2 mois à être réalisées. Et on divise ces épiques en stories, ou NFR, ou Spike, on va parler de ces subtilités peut-être, en stories qui, elles, sont censées se réaliser dans le cadre d'une semaine, voire 15 jours. Et donc, les stories et les NFR sont mesurables dans le temps, parce qu'on sait combien de temps on va passer dessus, on sait la complexité que ça va être, est-ce que ça va être dur, est-ce que ça va être facile. Et quand on finit ces stories, etc., petit à petit, on finit notre épique, et quand on finit nos épiques, petit à petit, on finit le thème, et quand on commence à finir le thème, eh bien, on a fini le projet. Voilà l'idée. Est-ce que les épiques, elles sont... non, les stories, du coup, elles sont aussi divisables en tâches Alors, on peut diviser des stories en tâches, mais on essaye d'éviter ça, parce que si on divise trop en tâches, en fait, après, on rentre dans l'implémentation. Et donc, si on contraint trop notre story au niveau de tâches, on contraint l'implémentation. C'est-à-dire que imaginons qu'on a une idée au cours de la story, imaginons pour le monde du dev, on dit qu'on va décrire une classe en Python, et puis au cours du développement de la story, on se rend compte qu'en fait, il va falloir décrire 2 classes pour que ça fonctionne mieux. Si on avait découpé notre story en tâches, on ne pourrait pas le faire, parce qu'en fait, on devrait administrativement revoir nos tâches, etc. Le fait qu'on ait une story, qu'on ne subdivise pas, fait qu'on fait rentrer ça dans le cadre de la story, on reste quand même fluide sur le contenu de la story. On est libre de l'implémentation et des petits détails qui vont pas avoir d'incidence sur Exactement. Ce qui est important avec la story, c'est le done, la definition of done, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine que la story est finie. Et c'est ce dont on va parler avec le Limawi Framework que je vais vous présenter. D'accord. Attends, peut-être juste bien clarifier le definition of done. C'est souvent un sujet critique parce que quand est-ce qu'on sait que la tâche est faite, sachant que la story c'est pas une tâche, c'est plus un but vers lequel on va, et donc c'est super important. Où est-ce que tu le définis la definition done, est-ce que tu le définis dans la story elle-même ou Alors non, normalement le definition of done est défini au moment du début de sprint, la réunion de début de sprint, ou la réunion de début de projet avec le product owner. Donc le product owner, en fait, c'est celui qui a le dernier mot, qui est censé représenter le client final. En général, on utilise un product owner pour éviter d'embêter le client tous les jours, quoi. Donc le product owner est censé être là pour être présent tous les jours ou le plus possible sur le projet et représenter ce que le client veut. Et donc c'est avec lui qu'on définit ça. Et donc l'idée, c'est que pour l'ensemble de l'équipe, ça soit clair
qu'est-ce qui définit que la story est finie. D'accord. C'est definition of done, c'est la définition du fini. Ok. Donc, on a bien en tête le thème. Oui. Donc, c'est genre le truc un petit peu global qu'on va réaliser. Mm-hmm. Euh, L'épique et la story. Intermédiaire. Et la story, c'est un petit peu le truc sur lequel on bosse vraiment, quoi. Enfin, qu'on bosse vraiment. Ah ben oui, là, tu viens de hausser les sourcils pour le podcast, il a dit « Ouais, tu bosses vraiment ». C'est exactement le cœur du problème. Ouais, on bosse vraiment. Exactement, c'est cette contradiction dans le fait qu'on on fait des jolies stories sur Jira ou d'autres outils, mais après, comment on les implémente ? Comment on les bosse vraiment ? Et c'est là que mon framework intervient. L'idée, c'est qu'avec mon framework, en fait, l'idée centrale, c'est que je voudrais faire émerger des propriétés qui soient valables autant sur la méthode agile, donc autant sur le framework Scrum, autant dans le monde du DevOps et autant dans d'autres frameworks qui vont s'ajouter après. Et pour que, en fait, quand quelqu'un parle de story, quand par exemple le Scrum Master ou le PO, le Product Owner parle de story, ou quelqu'un qui n'est pas dans la stack technique parle de story, immédiatement, côté technique, on sait ce que ça veut dire. On sait ce qu'il faudra au minimum implémenter, on sait la structure, un minimum de structure de ce qu'on va implémenter. Donc l'idée, c'est de faire émerger des propriétés communes à l'ensemble de ces frameworks. Ouais, mais dans les faits, là, du coup, moi si concrètement, j'ai plein de stories qui m'attendent, je me dis, hop, j'en prends une, tac, je la bosse comme un malade, je git, je commit, je push, et ensuite, bah, je mets ma story en done parce que je travaille en Kanban et tout est bon. Il est où le problème là ? Qu'est-ce qui va pas d'après toi ? Enfin, j'ai bossé, j'ai codé, j'ai mis à jour mon système pour dire que la story a avancé. Qu'est-ce qui va pas ? Le truc, c'est que là, il n'y a que toi qui as fait ça. Et le reste de l'équipe, qu'est-ce qu'il en sait ? C'est-à-dire, toi, tu peux mettre, par exemple, imaginons, tu es complètement feignant, tu mets done sur ta story, comment l'équipe peut vérifier que tu as vraiment fait le boulot ? Parce que... Les gens m'entendent parler, je pense. Non, mais parce que côté technique, comment ils peuvent vérifier dans ton code que le boulot a été réellement fait ? Tu vois ? Que le boulot est réellement done. Ouais, bah parce que généralement, arrête-moi, parce que je suis pas un développeur aguerri, mais j'imagine que chaque épique va concerner une branche, et donc si la branche elle est mergée à la fin, c'est qu'a priori c'est done, non ? C'est pas ça ? Alors, tu as un début de réponse. Alors, moi, pour l'instant, je préfère plutôt mettre des stories sur des branches que des épiques. Les épiques, c'est un peu trop long pour une branche. Ah pardon, j'ai dit épique, non, je vais dire story. Ouais. Des branches courtes dans le temps, ouais. Mais effectivement, tu as donné un premier élément de réponse. On peut se servir, par exemple, du pipeline CI/CD comme definition of done. Ouais. Tu rentres déjà dans le framework là que je mets en place. Tu vois, tout seul, tu le déroules tout seul. On fait un peu une discussion socratique, c'est-à-dire qu'en gros, tu réponds tout seul au questionnement que tu te fais toi-même. Et je suis juste là pour guider, tu vois, je suis Socrate. Alors vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'il apporte ce framework, comment il s'articule, Donc, revenons effectivement sur ton idée de comment prouver que le travail est done. Eh bien, si la branche émergée, le travail est done. Effectivement, c'est une idée centrale dans mon framework, c'est qu'en fait, au lieu de blablater, écrire la documentation sur Atlassian ou sur Jira, etc., le definition of done, on le détermine dans le code. Et un moyen de le déterminer dans le code, c'est un pipeline GitLab, un pipeline CI/CD, que ce soit GitLab, Travis, le concours, peu importe, GitHub Action, peu importe. Mais l'idée, c'est que ça soit un pipeline CI/CD. Et qu'on détermine dans le definition of done le nombre de jobs qu'on veut mettre dans ce pipeline, qu'est-ce que ces jobs testent, et qu'on se dise, si le pipeline passe, eh bien, c'est done. Point. Donc là, vous voyez, le definition of done, il est directement visible techniquement. Il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Le feedback, il est ultra rapide. Voilà. Et donc, la réunion en début, c'est de faire la première structure de pipeline. Bien sûr, la definition of done peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire que dans le pipeline, on peut rajouter des jobs, en enlever, etc. Mais au moins, avec cette idée, c'est que là, on n'a pas à réécrire plus tard, j'ai fait ça, est-ce que c'est done ? Non, en fait, le pipeline fait le done. Et tout le monde peut voir le résultat du pipeline.
Mhm. Donc, en administration, on a réduit la charge administrative. Donc, Ok, c'est l'idée de ce framework. d'accord. Pour la story, et là, donc sur YouTube, mon écran est partagé et visible, j'imagine. Absolument pas. Alors attends, Attends. je, je m'empresse de essayer de retrouver le bouton. Parce Ah, qu'il y en a plein, il 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 y en a donc plein. personne voit mon écran. Donc pour le podcast, en fait, Ça y est, j'ai un écran avec un terminal visible dessus. j'ai Et trouvé. donc j'explique pour le podcast, j'ai hier passé une demi-heure, 1 heure à faire un tout petit projet pour faire un petit exemple de ce que je raconte. Donc en gros, c'est constitué d'un playbook en cible avec un rôle en cible, Ansible, On peut dire Ansible pour que pour ça éviter que n'arrive tu pas les crises. oreilles. Oui, oui. Donc un playbook Ansible et un rôle Ansible. Here, here. Et ensuite, un test d'intégration que j'ai fait avec InSpec. Bon, en l'occurrence, pour les connoisseurs, c'est CINC Auditor, qui est une recompilation libre de InSpec, mais bon, ça, c'est un détail. Et donc, l'idée, c'est que j'ai montré sur YouTube et expliqué dans le podcast comment on peut faire émerger des propriétés communes au framework Scrum, donc aux stories, etc., et au code à travers donc, ce code qui est présent devant vos yeux. Donc, l'idée, on va commencer par la story. La story, c'est quelque chose qui se structure du genre as machin, I would like truc, then I have bidule. Ah oui, Donc, d'ailleurs, avec attends, ce franglais magnifique. peut-on faire juste une parenthèse sur effectivement la syntaxe d'une story et pourquoi c'est important de l'exprimer comme ça? Oui. Alors, donc, les stories ont des syntaxes particulières. Du moins, on essaye de leur donner des syntaxes particulières. Alors, je sais que c'est pas respecté partout, loin de là, mais l'avantage de respecter une certaine syntaxe, c'est que justement, on peut faire émerger des propriétés beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, on peut automatiser, extraire des infos beaucoup plus facilement si la syntaxe est un petit peu normée, au lieu d'avoir un truc complètement qui part en sucette. Mhm. La syntaxe la plus fréquente, c'est as un auteur ou as une personne. I would like une sorte d'action. Then in order ou pour. Donc je vais essayer de faire tout en français. En tant qu'une personne, je voudrais effectuer une action dans le but d'obtenir un certain résultat. Ouais. Ça, c'est une syntaxe. Pour ceux qui font de la syntaxe Gherkin, ça peut s'implémenter en Gherkin avec les given when then. Donc ceux qui en dev font déjà du BDD, donc du test par comportement, connaissent déjà cette syntaxe. Et d'ailleurs, ils utilisent déjà couramment une façon d'implémenter cette syntaxe. Donc ils utilisent déjà couramment un de ces ponts entre le framework Scrum et l'ensemble du monde du DevOps. Mais Et pour... dans ta vie de DevOps de tous les jours, c'est un constat que tu fais que les devs, les devs et les DevOps, ils font bien attention à écrire leur story de la même manière, avec Alors, les stories, l'action. les stories sont écrites par n'importe qui dans l'équipe. Donc, ce n'est pas forcément les devs et les DevOps. Ça peut être Oui. Le commercial, le marketing. Ça dépend qui on a dans l'équipe. D'accord. Ça dépend comment on structure le projet, l'équipe de projet. Alors, je vais te mettre les pieds dans le plat. J'ai une expérience en France, une expérience en Suisse romande, une expérience en Suisse alémanique et une expérience en Autriche. Et suivant les cultures, eh bien, ce respect des normes est plus ou moins différent. Je n'oserais entendre que les Français font moins bien que les autres. Bien sûr. Je ne... C'est plus ou moins différent. Donc... Bon, d'accord, on a compris. Donc, du coup, suivant les cultures, il y a un travail d'amont un peu plus important à faire parce que respecter ces standards permet d'émerger des propriétés qui peuvent être utilisées après. Je suis vraiment quelqu'un qui cherche à avoir de la donnée propre
Et donc, pour faire de la donnée propre, il faut la structurer le plus tôt possible. Les stories étant une partie des données d'un projet, parce que les stories structurent le projet. Et donc, c'est pas mal si on a de la donnée propre, de la donnée structurée dès le départ. Et donc, avoir cette syntaxe permet de structurer cette donnée. OK. Donc, prenons un exemple plutôt pour infrastructure as code. Vu que les devs, vous connaissez peut-être probablement Gherkin, donc vous avez déjà un exemple très connu. Eh bien là, on va faire la même chose avec l'infrastructure as code. Si vous voyez sur mon écran, sur mon beau terminal, donc pour ceux qui sont dans le podcast, je suis désolé, je vais expliquer. Hein. Oui, sur est-ce que tu peux grossir ton terminal excuse-moi, un petit peu? Ouais. Oui, voilà. Est-ce que ça va là? Je pense que ça devrait être pas mal, ouais. Bon. Ouais. Donc, un poil plus, on sait jamais. Un poil plus, excuse-moi. Ouais. Donc, pour mon terminal, qui est composé d'actuellement 3 nuances de vert. Je suis vraiment désolé. Oui, je voulais dire, j'adore ces couleurs. oui. Mais bon, il y a un vert qui correspond à un terminal interne à Ubuntu tiré d'une box Vagrant, un vert qui correspond à un playbook en cible et un vert qui correspond à un test inspect. Donc voilà, le podcast, au moins, vous conservez vos yeux. Vous n'allez pas avoir ces nuances de vert. C'est déjà ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est effectivement une exécution d'un playbook Ansible. D'un playbook Ansible en haut et en dessous, le test résultant de ce playbook. Donc là, je vais switcher sur une autre interface, c'est celle de GitLab, parce que pour tenir mes stories, j'ai utilisé GitLab pour cet exemple. Et donc, pour le podcast, vous avez devant vos oreilles ébahies une story qui a pour titre, je l'ai fait en anglais, je suis désolé, Alice's Blog Front Page Creation, donc création de la front page pour le blog d'Alice. Comme description, en tant qu'Alice, je voudrais voir ma front page de blog de telle façon que je puisse la montrer au monde. Et en critère d'acceptance, là, j'ai utilisé quelque chose de beaucoup plus proche de la syntaxe Gherkin. Étant donné une front page, quand je la visualise, je devrais voir un Hello World. Alors, c'est quoi le critère d'acceptance ? Le critère d'acceptance, c'est justement ce qui devrait apparaître dans un des tests, au moins un des tests du code, quoi, qui est présent dans le code source. Donc là, c'est une syntaxe Gherkin. Je ne l'ai pas implémentée. Moi, j'ai passé hier une demi-heure plutôt à implémenter le test pour le côté infrastructure. Mais c'est un test équivalent. Et de toute façon, d'un point de vue code, on peut avoir plusieurs branches. Vous regardez ici. Pour ceux qui sont dans le podcast, vous savez que sur GitLab, pour une issue, pour une story, on peut lui accrocher plusieurs branches de code. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit en début d'émission, il vaut mieux pas détailler une story en task, parce que sinon, on rentre dans l'implémentation, et donc on freine l'implémentation. Mais du coup, ces branches-là, ces branches Git, elles représentent plutôt les tasks, effectivement. Mais elles sont générées au besoin. Ce n'est pas la story qui détermine. Par contre, la story sera finie quand les tasks seront toutes mergées. D'accord, donc on a une belle souplesse. Voilà. Je reviens sur l'acceptance criteria. Est-ce que j'imagine que c'est une bonne pratique vu que tu l'as mis dans la story, mais est-ce que c'est habituel de mettre l'acceptance criteria dans la story ? Oui, enfin non, enfin ça dépend toujours des boîtes. Ça dépend toujours des boîtes, mais c'est plutôt pas mal parce que comme ça, on sait au moins à quel test on se réfère. C'est-à-dire qu'avec l'acceptance criteria qui est ici assez précis, on peut regarder dans le source code, et c'est d'ailleurs ce que j'ai montré, le test qui se réfère, et voir si c'est la même syntaxe, et si ce test passe, on est bon. Alors, s'il n'y a aucun acceptance criteria, tu peux référer n'importe quel test à ta story, et tu perds en lisibilité. Alors qu'avec un acceptance criteria, tu sais que les tests qui correspondent à la story, ce sont ceux qui correspondent à cette syntaxe. Et donc, si cela passe au vert, la story est réalisée. Est-ce que le definition of done et l'acceptance criteria, c'est la même chose ? En fait, l'acceptance criteria est au niveau des tests, c'est-à-dire que ça fait partie du definition of done. Definition of done, c'est plus large que l'acceptance criteria. L'acceptance criteria, c'est en fait un sous-élément du definition of done. Parce que, par exemple, dans un definition of done, on peut mettre des choses qui ne sont pas directement fonctionnelles.
qui ne rapportent pas directement de la feature, de la fonctionnalité à l'utilisateur final. On peut par exemple mettre des critères de performance, de sécurité, des choses comme ça qui apparaissent dans le definition of done, mais qui ne sont pas forcément dans l'acceptance criteria, parce qu'acceptance criteria, c'est quelque chose qui doit être lisible par le maximum de gens. Et donc, il vaut mieux que ça soit quelque chose qui soit fonctionnel. Ok. Mais le pipeline CI/CD, lui, il prend en charge l'ensemble du definition of done, c'est-à-dire qu'on a des jobs qui testent la sécurité, la syntaxe avec du limiting et des choses comme ça, en plus de ces tests fonctionnels. Ok. Donc, c'est un sous-ensemble du definition of done, l'acceptance criteria. D'accord. Alors, donc, justement, ce que je vais montrer, c'est un autre test qui n'apparaît pas dans cette acceptance criteria, mais qui fait partie du definition of done, parce que ce que je voulais montrer, c'est un test côté infrastructure, vu que côté dev, en général, vous connaissez. Donc, le test côté infrastructure, c'est un test inspect, et je vais vous montrer, donc pour le podcast, je vais décrire, encore une fois, je vais vous montrer la syntaxe de ce test. Donc, en gros, j'ai fait une suite de tests inspect, et dans mon fichier, j'ai déclaré un contrôle. Donc, pour le podcast, je dois préciser que tu as démarré Nano. Hein, et Oui, bien sûr, personne ne se moque ici. Et personne ne va dire que tu es moins quelque chose par rapport à quelqu'un qui utiliserait Vim. Mais passons, parenthèse fermée. Donc, là où... je suis une feignasse, j'utilise Nano, voilà. Je suis pas un vrai, voilà. Mais non, ne t'excuse pas, hein, c'est comme ça. Hein. Tu sais que les utilisateurs de Vim, ils sont aussi aigris que moi parce qu'ils ont mis tellement de temps à essayer de chercher toutes les features utiles pour eux que maintenant, quand ils voient quelqu'un utiliser un truc beaucoup plus simple et qui va vite pour faire la même chose, eh ben, ça leur fait mal, quoi. Vas-y, je t'écoute. Désolé. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, ce que je présente, c'est un fichier, donc c'est syntaxe Ruby, inspect qui est codé en Ruby, qui contient donc un fichier qui contient un titre, title, et où j'ai mis Epic Alice Blog Installation. Donc là, vous voyez directement dans le code le rappel que les tests qui vont être effectués là appartiennent à l'Epic qui englobe la story qu'on va tester. Donc là, on l'a directement dans le code. Donc quelqu'un qui ouvre ce fichier, il sait à quel Epic se réfèrent les tests qui vont être là. C'est extrêmement rapide. En dessous, il y a un bloc contrôle, parce que Inspect utilise des blocs contrôle pour faire ses tests, qui a pour nom Alice's Blog Front Page Creation. Donc, ça rappelle le titre de la story, parce qu'en fait, ce contrôle va être notre test qui correspond à la story. Une description, as Alice, I want to see my blog front page so that I can show it to the world. Donc ça, c'est la description de la story. Donc vous voyez, dans le code directement, on a ce qui est décrit dans la story. Donc quelqu'un qui passe par la story et qui va dans le code source après, il retrouve la story. Et donc il sait que si ce test est passé, ça veut dire que la story est réalisée. Alors c'est vrai que quand tu m'as montré ça, la première réaction que j'ai eue, c'est celle de la feignasse, c'est de me dire ah là là, ok, je vois bien l'intérêt, c'est super efficace parce qu'on sait à quoi ça correspond, mais il va falloir se taper As Alice, I want to see my blog front page that I can show you it to. Est-ce que tu te rends compte de la douleur? Oui, et tu m'as demandé est-ce que ça peut être automatisé. Ce à quoi je t'ai répondu, oui, dans la plateforme Limawi qui viendra, ça sera automatisable. Ah, super. mais pour l'instant, on va l'écrire à la main. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, alors si juste on essaie de se projeter, ça veut dire que l'outil que tu développeras autour de ce framework, aura la possibilité d'aller chercher les stories existantes et stories et de générer les tests en amont, c'est ça, au final. Exactement. Suivant un template, en fait, on définit, ça peut faire partie du definition of done, un template Git, et on a des interactions avec l'API de l'outil qu'on utilise, GitLab ou autre, qui liste les stories. Aux stories, on peut leur ajouter des tags qui définissent à quel template ça apparaît. Par exemple, si on a plusieurs types de suites différentes, on peut avoir dans un même projet des suites inspect, des suites bats, des suites cucumber, suivant les outils qu'on veut utiliser. Et pour chacune de ces suites, et sera créé, généré le fichier ou le fragment de fichier qu'il faut
qui servira donc de structure de canevas pour le test. Après, il restera juste à remplir le test pour que ça soit effectivement fonctionnel. Et là, je dis d'accord, s'il n'y a plus qu'à remplir 2-3 trucs, ça me va. Donc oui, effectivement, pour le podcast, si vous connaissez une spec, on peut mettre donc au sein du bloc contrôle un titre, une description et une référence. La référence, en l'occurrence, c'est le rappel de la story. Donc là, si on clique sur ce lien, on retrouve la story que j'ai montrée juste avant. Tout ça, on pourrait effectivement en faire un beau template pour que ça soit fait tout seul. Par contre, il reste effectivement à implémenter le test lui-même. Donc là, j'en ai mis qu'un. J'ai mis décrire le service Apache 2 parce qu'en fait, pour avoir une front page, c'est un exemple, hein, mais pour avoir une front page, on peut mettre Apache comme service. Et donc là, en fait, le test décrit juste est-ce que Apache est bien installé, est-ce qu'il s'est bien activé, est-ce que c'est bien en train de tourner. Voilà. Et donc, voilà devant vos yeux ébahis comment on peut décrire une story directement dans le code pour avoir un suivi de projet et même aller un cran plus loin parce qu'effectivement, on peut automatiser, mais on peut même aller encore un cran plus loin. Ça permet de tenir son ensemble de ticketing dans le code. C'est-à-dire que si demain on en a ras-le-bol de Jira, on peut extraire son code et le réimporter dans un autre process. Et si quelqu'un assez malin a codé un système, il peut lire l'ensemble des tests et extraire les stories et les remettre dans le nouveau système. Ouais. Ça va pas mal. Ça n'arrive pas tous les jours, quand même. Oui, ça n'arrive pas tous les jours, effectivement. Mais bon, mais ça permet aussi, par exemple, si on a une entreprise qui utilise plusieurs outils de ticketing suivant les départements, de pouvoir se passer les tickets à travers le code source directement. C'est-à-dire la source de confiance serait le code source et on pourrait réextraire les tickets pour chaque département à partir du code source. Donc, tu vois, le fait de pouvoir faire émerger, donc on va revenir un peu plus sur la théorie, le fait de pouvoir faire émerger des propriétés à partir des éléments des différents frameworks permet de libérer un nombre incalculable de possibilités fascinantes, parce que le fait de effectivement pouvoir décrire ces stories directement dans le code comme tu souhaiterais, vu que c'est ce que tu m'as demandé, ou le fait de pouvoir les réimporter dans d'autres systèmes, c'est pas possible, ou beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire si on n'a aucune trace des stories dans le code. Ouais. Si on doit à chaque fois revenir sur notre Jira pour essayer de déterminer, mais cette story-là, ça a modifié ce test-là. Est-ce que... Attends, mais ce test-là. Donc voilà, là, le fait d'avoir des propriétés qui émergent pour ces différents concepts fait que ça, c'est plus possible. Oui. On peut facilement voir tout. Ouais, typiquement, tu veux chercher tous les tests qui ont rapport à la story machin, tu fais un grep machin, bam. Exactement, bam, comme tu dis. Ça fait plaisir. Ouais. Et c'est tout con. Enfin, c'est tout con. Je veux pas enlever de brio à cette méthode, mais on comprend la portabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le concept, c'est un peu comme GTD, dont on a parlé dans un autre Tech Jam. C'est finalement des suites de principes assez qui vont de soi. Mais une fois qu'on les a intégrés, et on peut utiliser n'importe quel outil pour les implémenter. Quoi. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que la partie automatisation qui serait, donc, de ce que je comprends, apportable par ton outil. Alors, il y a la différence. Ouais. Et donc, voilà, de structurer comme ça, effectivement, c'est donc quelque chose que je recherche, quelque chose que j'ai pu souffrir de temps en temps dans ma carrière, donc que je recherche. Ça vient pas de nulle part, hein, le fait que je cherche à faire émerger ces propriétés, parce que moi, je suis une feignasse. J'ai aucune envie de me répéter, aucune envie de faire des petits rapports pour le PO, le Scrum Master, de devoir réécrire pour eux sur mes tickets Jira ce que j'ai fait dans mon code, quoi. Je veux juste leur filer un lien. Voilà la stories, voilà, c'est dans le code là, allez hop, emballer, c'est pesé, quoi. Et d'un point de vue qualité, c'est aussi meilleur parce qu'on a beaucoup moins de biais humains, on a beaucoup moins de fatigue humaine. Et ces tests-là permettent une consolidation énorme de votre projet parce que une fois que les stories sont réalisées, les tests sont encore là dans le code. C'est-à-dire que si dans 3 mois, 6 mois, on fait une story et on n'a pas fait gaffe, elle casse le comportement des stories précédentes, les tests le diront. Ouais. Et on peut définir et on peut regarder dans le code, tiens, mais tel test est cassé, ça veut dire que si on met en place cette story, on casse la story qu'on a mis qui est en prod depuis 3 mois, quoi. On casse le comportement utilisateur qu'on a mis en prod depuis 3 mois.
Et donc, pour ça, c'est extrêmement important. Pour consolider notre projet dans le temps, c'est extrêmement important. Bien. Ben, moi, j'ai tout compris, là. Je suis content. Il y avait une partie de démo du framework ou pas du tout? C'est en fait ce que j'ai montré là. C'est très rapide. C'est-à-dire que si on regarde la syntaxe du fichier, on voit que la story est là. Si on regarde aussi, parce que côté code, on peut commencer à implémenter des choses aussi. C'est-à-dire que une fois qu'on commence à faire émerger des propriétés de nos différents frameworks, on peut les retrouver partout. Par exemple, là, j'ai ouvert pour le podcast, j'ai ouvert le playbook qui fait tourner donc notre Ansible. Le playbook a un nom, il s'appelle Alice Blog. Et Alice Blog, c'est le nom du thème. Donc, ça veut dire qu'avec ce playbook, on sait que tout ce qui va se dérouler dedans réalise le thème, réalise le projet. Dans ce playbook Alice Blog, j'ai mis un rôle qui s'appelle Alice Blog Installation, qui est le nom de l'EPIC. Donc, ça veut dire que toutes les stories qui seront agrégées dans le ou les rôles qui seront appelés là, réaliseront l'EPIC. Donc, même dans le code lui-même, on peut retrouver la structure de nos éléments. Alors, petit aparté, moi, ce que j'essaye de mettre en place dans la phrase code, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'architecture hexagonale d'un point de vue dev. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un hexagone au centre qui contient uniquement les interfaces et les contrats d'interface, et les implémentations sont en dehors de l'hexagone. Typiquement, côté Ansible, ça veut dire que j'essaye de mettre toutes les tasks dans des rôles, rien en dehors des rôles, ces rôles dans des collections, pas de rôle tout seul, et les playbooks, eux, n'appellent que des collections ou des rôles. Et les playbooks, c'est en fait l'intérieur de l'hexagone. Les playbooks, c'est les contrats d'interface. C'est-à-dire, c'est ce qui lie tous les rôles entre eux avec un fichier de variables, qui lie toutes les collections et les rôles entre eux avec un fichier de variables. Comme ça, on peut aligner un playbook sur un cas d'utilisation. C'est-à-dire, on peut dire, ce playbook, c'est tel cas d'utilisation. Et là, typiquement, Alice Blog, c'est notre cas d'utilisation, c'est-à-dire que Alice de son blog, eh bien, le playbook, on lui a donné le nom Alice Blog, et dedans, on a fait tous les appels aux rôles et aux collections pour réaliser ce cas d'utilisation. Et ce qui me fait penser que ce serait intéressant de faire un Tech Jam spécial Ansible, et peut-être en mode, ce que tu as parlé, d'hexagonal quelque chose. Ouais. Hexagonal architecture. Architecture hexagonale, oui. Tu le notes pour un prochain sujet. Je le note, ok. Et il y a une question qui sera peut-être un peu idiote, mais comment ça se traduit dans le code pur, le code de l'application en elle-même? Comment tu arrives à traduire ton framework tu veux dire dans les steps Ansible Non, dans le dev, la partie dev et non pas la partie archi. Ah, dans le dev pur. Bien, dans le dev pur, il y a le framework Gherkin, qui à la base part de Cucumber, qui fait ça très bien depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, les devs qui font du dev orienté comportement, c'est-à-dire qu'ils commencent par décrire leur comportement, ensuite implémentent, font des fichiers ou avec la syntaxe given when then, c'est-à-dire que leur code lui-même, leur test lui-même, un peu à l'image de ce test d'infrastructure que j'ai montré. Donc, il faut juste que je retrouve le lien. C'est celui-là. Donc, un peu à l'image de ce test-là, eux, à la place de contrôler autres, ils font des scénarios, et dans ces scénarios, ils font dérouler leurs étapes given, when, then. Et ça, Cucumber, ensuite, derrière, transforme ça en code et le fait tourner pour tester le soft lui-même. Donc ça, alors, j'ai pu constater que ce n'était pas encore rentré beaucoup dans les mœurs, mais c'est un framework assez connu quand même dans le côté dev. Donc, côté dev, cette façon de faire, il commence déjà à émerger. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt montré côté infra as code, parce que je sais que côté dev, il commence déjà à y avoir une petite culture de ça. Mais donc, du coup, voilà, chaque framework de test, par exemple, pour la syntaxe Gherkin, on a Cucumber, on a Beat si on veut faire du PHP, on en a plein d'autres. Chaque framework de test de ce type-là peut réaliser des scénarios qui ressemblent à des stories. En fait, qui sont alignés sur les stories. Quand on fait émerger nos propriétés, ça veut dire que côté Gherkin, un scénario égale une story. Yes. Ou alors, maintenant, Gherkin a sorti la notion de rule,
de règles, on peut dire qu'une règle égale une story, comme ça on peut caler plusieurs scénarios pour une même story, mais quand même garder cette structure. Je rappelle que l'idée de mon framework, c'est de ne pas être contraint techniquement, c'est-à-dire que suivant votre projet, il faut que vous fassiez émerger vos propriétés et que vous fassiez discuter vos propriétés entre vos frameworks, mais ce n'est pas rigide, c'est-à-dire que si chez vous, vous voulez que votre story corresponde à une rule et pas à un scénario, faites comme ça. Mais l'idée, c'est que ça doit correspondre à quelque chose. Est-ce qu'on peut voir ton framework quelque part ou les prémices du non, pas encore. Pas D'accord. encore. Ceux qui viennent chez moi pourront le voir dans mon OBIA, mais en dehors de ça, non. D'accord. Pas encore. Tu as prévu de sortir quelque chose bientôt Alors, bientôt, je ne sais pas. Ça dépend. J'ai un peu de demandes par d'autres entreprises, donc il faut que je regarde. Le framework, il y a des éléments qui sont encore très brouillons, il y a des éléments beaucoup plus définis comme là, je vous ai présenté. Et donc, je voudrais réaliser une vue d'ensemble globale pour voir ce que je peux détacher et présenter directement, ce qui peut attendre un peu, etc. Donc, pour l'instant, je ne peux pas donner de date. D'accord. Mais on en reparlera quand c'est sec. Quand c'est sec, ouais. D'accord. Peut-être on conclut par résumer les grandes lignes de la méthode. Donc, les grandes lignes du framework Limawi, c'est de faire émerger des propriétés dans les différents frameworks qu'on utilise quand on développe un projet. Donc, que ce soit méthode agile, donc que ce soit Kanban ou Scrum, ce que vous voulez, votre framework agile, que ce soit vos outils du monde du DevOps et vos façons de faire du monde du DevOps, ou plus tard vos SDLC, c'est-à-dire vos Software Development Lifecycle ou Secure Development Lifecycle si vous voulez faire intervenir la sécurité. L'idée, c'est que pour chacune des propriétés qui sont internes à chacun des concepts internes à chacun de ces frameworks, vous puissiez faire émerger des propriétés qui puissent les faire discuter avec les concepts des autres frameworks. De cette façon, vous parlez un même langage. C'est-à-dire que quand on a un Scrum Master qui parle de story, le dev ou le sysadmin qui fait de l'IAC sait ce que ça veut dire. Voilà. Parce que lui, dans son code, il y a un vrai liant entre tous les morceaux impliqués. Et ben, on reste là-dessus. Ça a tenu, j'ai l'impression. Anthony est avec nous. Est-ce qu'Anthony a un mot à dire? Je crois qu'il faut que tu le démutes. Je le démute. Je l'ai muté, le pauvre. Anthony? C'est mieux là ou pas? Attends. Non. Anthony est mutique. Il est absolument abasourdi par cette méthode. Il est quoi? Attends, le revoilà peut-être. Anthony? Bon, ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon. Parce qu'on va parler avec Anthony la semaine prochaine, puisque c'est un Tech Jam Cloud la semaine prochaine. Et si tout se passe bien, on va le faire de la même manière avec un stream vidéo, comme aujourd'hui. Et peut-être qu'on aura des invités, on ne sait pas. On est en train d'essayer d'avoir, comment il s'appelle, Cloud. Ah ben voilà, il n'est pas là pour me souffler le nom. Mais bref, on va avoir quelqu'un en invité qui devrait être bien intéressant. Ah, il est passé, il est revenu, il est reparti. Je conclus. Merci beaucoup, Michel. C'était bien épais, mais clair. Moi, j'ai tout compris. J'espère que vous avez aimé, vous aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Salut, Anthony. Salut.